Elle apporte à El Massar son peps, sa hargne, et je dirais une autre chose parce que de par son appartenance à cette immigration dont on parle beaucoup en France et par rapport aux enjeux qu'il y a à l'immigration, les problèmes, etc., elle nous apporte aussi une fraîcheur et beaucoup de choses. Et j'appelle ma camarade et notre camarade et notre ami Kalima Suite. Assalamu alaikum, حضورنا وضيافنا الكرام. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être parmi vous dans ma famille d'adoption. Mais est-ce vraiment une nouvelle famille? Comme je le disais récemment à un député de la Troïka qui m'attaquait en me disant que j'avais changé de camp, je lui ai répondu que je n'avais pas changé de camp. C'est mon ancien camp qui a changé la donne. Quand j'ai fait le choix du parti El Massar, la taille d'El Massar m'importait peu. Il m'importe peu de savoir si nous sommes sortis ou pas dans les sondages. Nous tenons certainement la dragée haute dans les sondages de valeur, dans les sondages de principe, dans les sondages de position, dans les sondages de clarté. Et il n'est pas un hasard que malgré notre taille, nous ayons aujourd'hui près de 9 députés. Les militants au Massar sont des militants de terrain, peu importe leur nombre, ce sont des hommes et des femmes qui défendent la démocratie sociale avec conviction, la démocratie politique, la modernité. Des militants qui défendent un vrai projet de société d'une Tunisie à la jonction de plusieurs continents, de plusieurs cultures. Des Massariens qui militent sans relâche pour une terre d'espoir pour nos enfants, où qu'ils vivent, en Tunisie, en France ou dans le reste du monde. Un parti en paix avec notre identité tunisienne et sa composante arabo-musulmane. Un parti doté d'un capital historique remarquable, un parti qui a été un acteur majeur dans les événements du bassin minier, un parti qui n'est pas obsédé par les fauteuils et les calculs numériques, et qui ainsi ne s'aventure pas dans des alliances hasardeuses et dangereuses pour le pays et la démocratie. Mon camp, c'est celui-là. Il s'est imposé comme un choix simple et naturel. Quand j'étais à Ksibt El Mediouni avec El Massar, j'ai retrouvé 2 familles, celle du sang. Celle de mon père, que je n'avais pas revu depuis longtemps, et celle de ma famille politique, celle de mon grand-père, Allah yarhamou, militant de gauche de la région, un moment de grande émotion. Mon camp reste le même, celui de la Tunisie moderne, démocratique et libre. Libre, j'ai dit. Pour tout vous dire, je ne sais pas. Espérons-le. Aujourd'hui, selon moi, la Tunisie reste encore à libérer. À libérer d'un gouvernement incompétent et d'une constituante inefficace et inopérante à telle enseigne qu'elle en devient dangereuse. Cette Sultan Asliya, très médiocre, que notre chef de gouvernement verrait bien, selon ses dires, rester 5 ans de plus. Ils disent même que les problèmes en Tunisie résultent du jour où des députés se sont retirés de l'ANC. Ils oublient l'assassinat de notre frère, Mohamed Brahmi, à quelques pas de ses enfants. Si nous, députés, nous sommes retirés de l'Assemblée, c'est en raison de leur incompétence en matière de gestion de la chose publique, et notamment en matière sécuritaire, avec des assassinats politiques et des opérations terroristes touchant notre armée et nos corps de sécurité nationale, d'où le très célèbre slogan « Hal al-Hukuma wajib ». Entre-temps, ce gouvernement nous donne tous les jours une image pathétique des ministres agrippés à leur fauteuil sans dignité
conscience ni compétence. Vous aurez raison de me répondre, mesdames et messieurs, et vous, députés, qu'avez-vous donc fait pour les encadrer, puisque vous êtes soldats El Asliya? Je vous répondrai très franchement qu'en pratique, ce contrôle de l'activité gouvernementale s'est révélé être une parodie, une mise en scène, un contrôle fictif et instrumentalisé. Des centaines d'interventions de députés étaient faites pour aider les ministres interrogés à ne répondre avec précision à aucune d'elles et de lire un discours soporifique préparé à l'avance pour soi-disant résumer les réponses aux différentes questions. Les présidents de séance se limitaient à utiliser leur chronomètre et à interrompre ceux qui n'étaient pas obéissants. En parallèle, une faction de l'Assemblée nationale constituante avait bel et bien décidé de vampiriser la Constitution. Je vous passerai la commission Habib Redr. Je vous rappelle le chaud et le froid entretenu entre Majlis Shura et Majlis Tassisi sur les questions de droits fondamentaux ou d'islam, religion d'État. Je vous passe l'élection de Lizy, partisane. Et le 25 juillet, le jour de la fête de la République, où notre frère s'en est allé sous les balles, tout ceci nous amenait naturellement à la revendication de Hal el-Tassisi. En nous retirant, nous, députés d'El-Massal, nous refusions le chant des sirènes, nous refusions le jeu de négociations secrètes, tels les moutons de Panurge, pour troquer les objectifs de la Révolution contre quelques fauteuils sans prérogatives. Nous avons dans le sit-in Atisam al-Rahil répondu au paroxysme de la violence par des postures pacifiques, des marches, des manifestations culturelles et des événements commémoratifs. El-Massal était particulièrement exemplaire. Je voudrais saluer ici notre porte-parole, Semir, qui devenait jour après jour le symbole de cette démarche, le garant de sa pérennité et le symbole de la mobilisation populaire. Entre deux lacrymogènes, il allait tantôt au ministère de l'Intérieur défendre nos libertés, tantôt auprès des citoyens répondre à leur angoisse, tantôt sur les plateaux répondre aux manœuvres de ceux qui sont les ennemis de la démocratie, de ceux qui brisent nos rêves, de ceux qui marchandent et vendent les richesses et les espoirs de notre pays. Je rends également un hommage à ma camarade Nadia, très présente sur le sit-in, et tous les autres députés retirés, quelle que soit leur appartenance politique, qui se sont mobilisés. Et, bien entendu, nos compatriotes. Ce qu'on dit aux citoyens, c'est que nous méritons mieux, que nous méritons plus, que la Tunisie mérite grand. Les députés d'El-Massal étaient généreux là, sous la chaleur ou sous les gaz, avant, pendant et après la rupture du jeûne. Chacun à sa manière relayait, qui dans les médias, qui dans les réseaux sociaux, qui avec la société civile, de formidables synergies entre nous, beaucoup de générosité et d'indulgence. Parfois les nerfs craquaient, car la pression était à son paroxysme et nos regards étaient apaisants et forts et sincères. C'est là qu'on le reconnaît, les grandes familles. Ce n'est ni par leur fortune, ni par leur nombre, mais par leur tradition et leurs valeurs. El-Massal en est une dont je suis fière. Comme vous le savez, nous ont rejoint cette semaine plus de 80 militants venus d'un courant du Jomori. Leur dessein, le nôtre aussi, est que l'on construise ensemble un grand parti de gauche moderne, une grande force de gauche tellement nécessaire pour l'équilibre de notre pays et l'équilibre de notre très fragile démocratie. Ils étaient déjà, ils sont chez eux. C'est encore cela, les grandes familles. Elles intègrent sans jamais désintégrer, sans jamais dénigrer. Je suis arrivée en politique après avoir milité dans la vie associative et me suis convaincue qu'il fallait donner ce que je pouvais à la construction démocratique de mon pays. J'étais convaincue qu'il fallait réussir le compromis historique. J'étais convaincue que cette idée des islamistes
d'un côté et des démocrates de l'autre n'avait point de sens. J'ai rejoint l'Assemblée nationale constituante pour pouvoir écrire avec mes collègues, pour l'ensemble des citoyens tunisiens, notre page du roman national tunisien, notre page de la Deuxième République tunisienne, en un an bien sûr, conformément à l'engagement moral des partis. Chaque jour, je pensais à nos enfants, à nos petits-enfants. Comme en 59, nos parents et nos grands-parents avaient certainement pensé à nous. Je me disais que Bourguiba avait réussi l'essentiel, mais avait raté la dernière marche. Je me disais que nous ne devions pas rater la première marche. Chaque jour, je réalisais comprendre un peu plus mon pays et ses enjeux, mon environnement, ma religion, les hommes et les femmes qui m'entourent. Je réalisais que sans politique de lutte contre la pauvreté, il n'y avait pas de démocratie possible, qu'il y avait même un risque considérable d'anarchie ou de retour à la dictature. Je réalisais que l'identité, ce n'était pas uniquement se gargariser avec l'arabo-islamisme, mais c'est aussi lutter contre la pauvreté. Point d'identité dans la précarité. Je réalisais qu'il fallait aussi arrêter le sentiment victimaire et que l'on ne pouvait pas tout justifier par la torture dont on a pu être victime. Je réalisais que parallèlement au projet de justice transitionnelle, il fallait nettoyer le système de justice, point de démocratie sans un véritable état de droit. Je réalisais qu'il était nécessaire de mettre rapidement sur pied une autorité de régulation des médias, point de démocratie sans médias libres et sans respect des journalistes et de leur indépendance éditoriale. Je réalisais qu'il était nécessaire de remettre rapidement sur pied une autorité administrative indépendante pour l'organisation des futures échéances électorales. Point de démocratie si de nouveau 4 millions de Tunisiens ne figuraient toujours pas sur les listes. Point de démocratie si le futur mode de scrutin n'était pas très rapidement débattu. Point de démocratie si l'on ne capitalisait pas sur l'expérience de la précédente ISI. Je réalisais que si mon pays avait résisté au choc de cette révolution, c'était grâce à la qualité de son administration. Il fallait la réformer dans la sérénité et la transparence, tout en mettant en valeur ses compétences. Je réalisais que le centre de gravité économique s'est déplacé. Paris n'est plus seul, mais la Chine n'est pas idéalisée non plus. Je réalisais qu'il fallait diversifier les partenariats et jouer sur le multilatéralisme du monde. Pour cela, il fallait mettre en avant des diplomates et des économistes chevronnés. Je réalisais qu'il fallait être prudemment optimiste et fondamentalement engagé en évitant les attitudes émotionnelles. Mais que cela devenait impossible car nous étions tous les jours mus et gouvernés par les peurs. Les polices parallèles le 9 avril, l'assassinat de Lotfi Naqvi, le 14 septembre, l'ambassade des États-Unis, Silienne, Resh, le 4 décembre, l'attaque de l'UGTT. Je réalisais que la discipline partisane n'avait plus de sens. Je réalisais que mes interventions contre l'injustice, l'insécurité, l'irrespect de nos blessés et martyrs, la non-considération des binationaux et des Tunisiens résidant à l'étranger étaient vaines. Je n'avais plus d'illusions devant tant d'arrogance, devant la tyrannie de la majorité, devant la soumission opportuniste des vassaux du parti majoritaire. Je n'y croyais plus. Je n'avais pas changé de camp. Ils avaient changé la donne, sans limite. Je m'en suis allée le 5 février 2013. Chokri Belaïd fut assassiné le lendemain. Les vassaux de Nahda avaient rejoint la Troïka pour former une coalition de type nouveau, se plaçant au-dessus de la fameuse fracture entre islamistes et modernistes, et dont j'avais idéalisé leur volonté de réaliser le compromis historique. En acceptant de se laisser réduire à un rôle subalterne, les alliés de Nahda ont objectivement contribué à donner corps à l'idée selon laquelle la Troïka n'était qu'une couverture, un leurre au service des seuls intérêts du parti majoritaire. À partir de là,
eux-mêmes ne pouvaient plus être autre chose que des faire-valoir disqualifiés pour participer en quoi que ce soit à la résorption de la faille identitaire qui traverse le pays jusqu'à dans ses profondeurs. Ils n'étaient plus en mesure d'aider à surmonter la bipolarisation parce qu'ils étaient devenus partie prenante de celle-ci. Cette bipolarisation a atteint son paroxysme après le 25 juillet 2013, lorsqu'au Bardo, les sit-iners se trouvaient face à face avec des manifestants pro-gouvernementaux ramenés par des bus pour défier et provoquer. La symbolique était forte. Séparés par quelques barbelés et quelques mètres, on avait laissé deux Tunisies s'affronter. On encourageait deux Tunisies à s'affronter. On poussait insidieusement deux Tunisies à s'affronter. Chaque jour, un nouveau député retiré arrivait, vêtu d'un gilet pare-balles et flanqué de gardes du corps. Bien loin de nous, cette fameuse conviction, la khawfa ba'da al-yawm. La bipolarisation du pays s'accompagnait d'un système bicaméral, deux chambres parlementaires. En France, le Parlement et le Sénat. En Tunisie, la chambre basse s'est avérée être l'Assemblée nationale constituante et la chambre haute, Majlis al-Shura, du parti Ennahda. C'est avec cette articulation complexe, opaque et hypocrite qu'a commencé le 5 octobre dernier le dialogue national. El-Hiwar el-Ouattani, que maître Abdestab el-Moussa de la Ligue tunisienne des droits de l'homme dénomma par lapsus El-Himar el-Ouattani. Il ne croyait pas si bien dire, l'âne avance et connaît son chemin, le dialogue national patine et tergiverse, l'âne refuse d'embarquer plus de 3 passagers à bord, le dialogue national et la grande fête à Neuneu, plus de 25 autour d'une table. Ce dialogue national à 25, où l'on a passé 2 semaines à s'échauffer, s'apparente davantage à la manœuvre dilatoire qu'au dialogue constructif et transparent, duquel doit sortir dans les quelques heures qui viennent une nouvelle composante gouvernementale. Le temps passe, les aiguilles tournent. Une fois de plus, une année de plus. Ils veulent simplement sécuriser la journée du 23 octobre, acheter du temps, gagner du temps, diviser les adversaires, user la société civile. Ils veulent notamment diluer la mobilisation appelée par le Front du Salut le mercredi 23 octobre. Ils veulent nous démobiliser. Ils savent et œuvrent pour que ce dialogue national soit voué à l'échec. Ils avancent leurs pions dans les coulisses. Leur semble être celle des deals. Après les temps de la révolte, de la rupture et de la légitimité, semble être arrivé celui du compromis entre les anciens et les nouveaux. Je peux admettre qu'ainsi vont les révolutions. Mais sans reconstruire le lien de confiance qui se distend tous les jours entre citoyens et politiques. Sans un lien de confiance raffermi, nous ne construirons pas de démocratie et tous les espoirs s'envoleront pour longtemps. Entre-temps, le corps et la police, excédés par l'instrumentalisation de leur ministère et le manque de respect aux morts pour la patrie, crient « Dégage » aux 3 présidents lors de l'enterrement de nos 2 gardes nationaux assassinés. Un signal intéressant, peu anodin, que l'on se doit de méditer. L'État se délite peu à peu, c'est voulu. Une faction au pouvoir ne croit ni en l'État, ni en son drapeau, ni en son hymne, ni à ses institutions. Elle croit en une Oumma, un drapeau noir, un hymne national remanié avec les mosquées comme lieu d'action politique. Pour parvenir rapidement à ce projet de société fermement combattu par notre parti, le système répressif de l'ancien régime demeure en place, les autorités judiciaires poursuivent en justice les journalistes, les blogueurs, les artistes, les intellectuels, eux qui ont fait un usage pacifique de leur droit d'expression. Ils s'appuient sur les mêmes dispositions de l'arsenal judiciaire répressif employé par Ben Ali pour punir les dissidents et réduire au silence les militants des droits humains. L'ouverture de ce dialogue national et la signature collective et au forceps
de la feuille de route du quartet, prévoyant notamment la formation d'un nouveau gouvernement et le départ du parti islamiste Nahda du pouvoir, sont accueillis avec scepticisme. Entre les déclarations du Majlis al-Shura, celle du chef du gouvernement et celle de Rachid el-Ghannouchi, nous ne pouvons qu'affirmer que nous sommes en pleine manœuvre et manipulation. Samir vous en parlera avec de plus amples détails. Je me contenterai simplement de vous dire que de mon point de vue, les réunions informelles du dialogue national ont trop duré. Il faut que les représentants de l'Union pour la Tunisie et ceux du Front du Salut reprennent rapidement la main pour ne pas se laisser rouler dans la farine. Ce serait un coup très dur pour les députés retirés, sans lesquels aucune démarche n'aurait été possible. Cette troïka doit quitter le gouvernement, permettre des amendements à l'organisation provisoire des pouvoirs publics pour que des ministres neutres et compétents puissent revenir rapidement sur les nominations problématiques dans ce climat, pour du moins installer ce climat démocratique préélectoral. Accélérer, comme l'a si bien dit le professeur Yad Ben Achour, la mise en curatelle. Vous vous rendez compte? La mise en curatelle de l'Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire la finalisation du texte par un comité d'experts compétents, indépendants, et prendre le cap rapide de l'organisation des élections. Je suis pour ma part favorable à reconduire l'ancienne ISI dans sa grande majorité. Nous n'avons ni le temps, ni les moyens de réapprendre, ni de faire l'économie de la courbe d'expérience précédente. Cette solution n'empêche pas des mécanismes de contrôle et de gestion plus efficaces. Le verre étant plein à 90%, n'adlo amam al-fas rouge. Ils sont fanatiques de la théorie de la page blanche. Nous avons vu les dangers auxquels cette approche de la feuille blanche nous a menés pour la Constitution. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs pour l'ISI. Pour ma part, je demeure convaincue que notre jeunesse demeure notre espoir, notre rempart. Je souhaite, avec El Massal France, aller à votre rencontre et travailler avec vous. Cette jeunesse est celle de la révolution. C'est elle qui a pris des risques vitaux, car elle avait un rêve que personne ne brisera. Je continuerai ainsi le combat que j'ai mené pour les blessés et les martyrs de la Révolution. Un grand merci à nos compatriotes qui se sont mobilisés depuis la Tunisie et l'étranger. Je remercie également les fonctionnaires de l'ambassade de France en Tunisie qui nous ont aidés à obtenir les visas pour nos blessés. Je continuerai à les solliciter. Je finirai évidemment en vous disant que j'étais très fière de dire à l'Assemblée nationale constituante, au mois de juillet, le 15, lors de la discussion générale du projet de constitution, que أنا زميقري وفخورة. أولادنا اللي في الخارج راهم أولاد تونس عندهم كل الحقوق. راهو les binationaux والتوانسة اللي في الخارج ne sont pas des citoyens de deuxième ordre. المواطنة وحب الوطن ما عندهم حتى علاقة بالنمبر de passeport. فكرتهم اللي كل عائلة تونسية عندها زمقري وتعرف الغربة. فكرتهم اللي نحبوا نقريوا العربية لأولادنا والثقافة التونسية لأولادنا ونحبوا حقوقنا محفوظة كي نستثمروا في بلادنا ونحبوا نساهموا في الحياة السياسية والجمعياتية متاع بلادنا. فكرتهم اللي نحبوا إطار يضمن لنا حقوقنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا الإطار هو une instance constitutionnelle des Tunisiens à l'étranger، وهذا بحكم أهمية هذا الموضوع 10% التوانسة عايشين في الخارج. قلت لهم زاد اللي اليوم بعد الثورة مازال حزب الحاكم يحاول باش يستقطب الزمقري سياسيا بطرق أخرى بالفلوس وليزافونتاج. أي نعم، وإحنا مناش للبيع.
تحيا تونس حرة ببناتها وأولادها الكل. شكرا.